Imaginons un instant qu'une atrocité monumentale se déroule vraiment sous les yeux de milliers de personnes, Ouais, en plein jour. en plein jour. Il y a des preuves matérielles tangibles, on a des témoins directs, des traces partout. Et pourtant, la société tout entière décide de regarder ailleurs. C'est pas juste regarder ailleurs, hein, c'est se convaincre avec ferveur que ce drame n'existe tout simplement pas. Exactement. Et la question qu'on se pose dans notre exploration d'aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut pirater la réalité à ce point. Comment on peut effacer des faits concrets de la conscience collective. C'est toute la mécanique glaçante de ce qu'on appelle la fabrique du déni. Et là, on parle pas de simples rumeurs ou de fake news, hein. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est ça, on parle vraiment de l'ingénierie d'une cécité volontaire à grande échelle. L'esprit humain est méthodiquement conditionné pour accepter et même défendre sa propre ignorance. Et pour comprendre ça, on va plonger dans un dossier assez exceptionnel. On croise 3 documents fascinants qui, à première vue, n'ont rien à voir. Ouais, le grand écart. Voilà. D'un côté, on a une analyse hyper pointue en cybersécurité qui nous parle de la kill chain cognitive et de la militarisation de nos biais. Et de l'autre, des études sociologiques, dont une basée sur 74 survivants, qui décortiquent comment la presse et les institutions ont couvert la pédocriminalité organisée depuis les années 80. Couvert ou plutôt étouffé sous un silence total. C'est le mot. L'objectif de notre plongée d'aujourd'hui, la mission en fait, c'est de relier ces concepts, de montrer que les campagnes de désinformation d'hier utilisaient exactement les mêmes failles psychologiques que les cyberattaques sophistiquées d'aujourd'hui. Et le but ultime, c'est de comprendre comment on peut forger notre propre souveraineté cognitive face à ça. D'accord, alors décortiquons tout ça. Avant de parler des drames historiques, il faut d'abord comprendre l'outil, l'arme du crime. Le document de cybersécurité parle de la réticulation de plus en plus poussée. L'hyperconnexion, en gros. C'est ça. Mais au-delà du fait qu'on a tous des smartphones dans la poche, comment cette réticulation permet-elle de pirater notre esprit? Ce qui est fascinant ici, c'est le modèle spatial que l'auteur propose. Il faut imaginer notre monde divisé en 3 strates superposées. Ok, je visualise. Tout en bas, tu as la strate physique. Les câbles sous-marins, les serveurs, la géographie, nos corps, quoi. La réalité matérielle. Au-dessus, on trouve la strate cybernétique. Donc Internet, les flux de données, les algos. Exactement. Et enfin, tout en haut, trône la strate anthropique. Et c'est là que ça se joue. C'est le domaine exclusif de la cognition humaine. Nos croyances, nos émotions, nos processus de décision. Donc si je comprends bien, le but d'une attaque moderne, c'est pas de faire sauter un pont dans la strate physique, c'est d'utiliser le cyber pour infecter directement cette strate anthropique. Tout à fait. C'est contourner le matériel pour frapper le cerveau humain. Et la cible précise dans ce cerveau, c'est la boucle ODOA. OODA. Observation, orientation, décision, action. Voilà. Notre cerveau fait ça en permanence. J'observe la rue, je m'oriente par rapport aux voitures, je décide de traverser et j'agis. Ça vaut pour la rue, mais aussi pour nos opinions politiques. Les attaquants, eux, ils insèrent de faux stimuli dans la toute première phase, l'observation. J'aime bien l'analogie du GPS pour ça. C'est comme si l'observation, c'était l'écran du GPS. L'orientation, c'est le calcul du trajet. La décision, c'est le conducteur qui choisit de tourner. Et l'action, c'est de tourner le volant, ouais. Si quelqu'un pirate les panneaux virtuels sur l'écran du GPS, donc il fausse l'observation, le conducteur calcule mal son truc et prend la mauvaise sortie. De son plein gré en plus. C'est ça le pire. Le pirate n'a jamais touché au volant, mais il a forcé la destination. Mais dis-moi, est-ce que c'est vraiment nouveau ou c'est juste la bonne vieille propagande sous stéroïdes? La vraie nouveauté, c'est l'industrialisation du processus. Les analystes appellent ça la kill chain de l'influence. C'est un processus en 4 étapes, balistique, préparation, engagement, manœuvre, action. L'exemple de Cambridge Analytica dans le texte est parfait pour illustrer ça. Ah oui, le fameux scandale des élections. D'ailleurs, petit rappel en passant, on ne prend pas parti politiquement ici. On observe juste comment les sources décrivent la mécanique. Tout à fait. Et la mécanique est redoutable. Lors de la préparation, ils ont extrait des millions de profils via des petits questionnaires de personnalité complètement légaux. Les fameux quiz sur les réseaux sociaux. Exactement. Ça leur a donné un profilage psychologique hyper fin. Ensuite vient l'engagement. Ils croisent ça avec tes comportements en ligne pour trouver ta faille intime, ta peur de l'avenir, ton besoin d'appartenance. Ils trouvent le bouton rouge sur lequel appuyer. Voilà. Et la manœuvre, c'est là qu'entrent en jeu les cyberpersonas, des milliers de faux profils synthétiques qui saturent ton espace numérique avec un narratif sur mesure. Donc ils créent un faux consensus. Ouais,
c'est l'illusion de validité. Si ton cerveau voit 50 personnes affirmer la même chose, l'instinct grégaire prend le dessus, tu valides l'info. La boucle ODA est piratée. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on parle d'algo, d'élections, ça semble presque abstrait. Mais les documents nous obligent à regarder en arrière. Avant Internet. Pour prouver que cette ingénierie repose sur des failles psychologiques immémoriales, oui. Les médias traditionnels des années 80 et 90 ont agi exactement comme ce réseau massif de cyberpersonas. Ils ont piraté la boucle ODA de la société concernant des drames humains tangibles, la pédocriminalité organisée. C'est une étude de cas glaçante. Face à des révélations de violences complexes, on pense aux affaires McMartin aux États-Unis ou Cleveland au Royaume-Uni, les journalistes ont créé ce que les chercheurs appellent des modèles médiatiques. Des récits stéréotypés, préfabriqués. Complètement. Ils ont instauré une asymétrie de l'information totale. Les textes montrent qu'ils omettaient délibérément les preuves médico-légales solides. Les antécédents judiciaires des accusés passaient aussi à la trappe. Ouais. Pour imposer un récit de chasse aux sorcières, une panique morale, et c'est important de souligner que, selon les textes, cette couverture était nourrie par une culture journalistique de l'époque, qui était assez réac, antiféministe. Ils ont utilisé le stéréotype de la femme hystérique ou hypersuggestible, c'est ça? Exactement, pour discréditer d'office les travailleurs sociaux et les mères des victimes. C'est terrifiant cette inversion. Et il y a eu ce fameux concept poussé par les lobbies d'accusés, la théorie du syndrome des faux souvenirs. L'inversion de la culpabilité parfaite. Les professionnels de santé et les mères devenaient la vraie menace, accusés d'implanter de faux souvenirs dans la tête des enfants. Les agresseurs passaient pour les victimes d'un système emballé. Il faut vraiment insister sur ce point des textes. L'idée que la société a massivement surréagi dans les années 90, c'est pas un fait objectif. C'est un récit fabriqué par conception, nous disent les sources, qui a infecté même le milieu académique. On le rappelle, on ne donne pas notre avis, on n'expose que démontrent ces analyses sociologiques. Oui, l'analyse montre clairement cette construction artificielle. La strate cybernétique, ici les médias de masse de l'époque, a dominé la strate anthropique de l'opinion publique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la réalité tangible? Comment ce récit a impacté la vie de ceux qui subissaient ces horreurs? C'est là qu'on aborde le concept de l'anti-épistémologie. L'architecture de l'ignorance. C'est un concept lourd mais crucial. Ça pose le principe que l'ignorance, c'est pas juste l'absence d'information. C'est pas un vide naturel. Non, c'est une production active, des processus mis en place pour s'assurer que la connaissance n'émerge jamais. L'étude basée sur les 74 survivants adultes nous montre que ces réseaux prospèrent dans ces zones d'ignorance. Et le chiffre qui frappe, c'est que 82% d'entre eux décrivent des violences intrafamiliales. La famille servait de bouclier. La fameuse frontière sacrée entre l'espace public et la sphère privée. Les agresseurs utilisaient ça pour déployer des pratiques d'ignorance redoutables à la maison. Les textes parlent de menaces de mort, de torture et un truc particulièrement machiavélique, l'enregistrement vidéo des viols. Ah, ça, c'est le summum de l'anti-épistémologie. Produire du matériel pornographique avec ses enfants, ça les forçait à se sentir complices. Ça crée une honte absolue. L'exemple de cette jeune femme allemande dans l'étude est bouleversant. Quand son père meurt, elle trouve les disques durs avec les vidéos de ses propres agressions. Et elle les détruit elle-même. Par panique pure, l'agresseur a si bien fait son travail que la victime elle-même efface les preuves pour se protéger du regard social. C'est fou. C'est le but recherché. Et pour survivre à ça tous les jours, pour pouvoir aller s'asseoir en classe le lendemain, le cerveau doit compartimenter. C'est la dissociation. Enfant divise sa conscience pour tenir le coup. Mais le problème, c'est que des années plus tard, quand la victime tente de parler, le récit est fragmenté, chronologiquement flou. Et le système judiciaire, qui déteste ce qui n'est pas linéaire, s'en sert pour dire « Ah, vous voyez, c'est confus, c'est des faux souvenirs ». Et ça valide le modèle de la presse. La boucle est bouclée. Et même quand la détection se fait, le déni institutionnel prend le relais avec une violence inouïe. Je repense à cette adolescente américaine évoquée dans les sources. Une catastrophe clinique. La police, pour les besoins de l'enquête prétendument, lui montre les images de ses propres viols. Et ils le font devant sa mère, qui découvrait tout à ce moment-là. Ça détruit complètement la dynamique de la famille survivante. Et bien souvent, après un tel saccage, les poursuites sont abandonnées. C'est ce que l'étude appelle l'ignorance fermée. Les institutions, les médias préfèrent le confort de ce rejet plutôt que d'affronter l'abjecte réalité. 3 couches de déni parfaites. Les agresseurs terrorisent en privé, la victime compartimente et la société crie au mensonge.
Mais c'est là qu'on arrive à la section 4, le basculement numérique. Et c'est un paradoxe fascinant, Ouais, c'est vraiment le cœur de l'histoire. parce que le cyberespace, c'est l'endroit où nos biais sont le plus exploités, on l'a vu avec l'influence qu'elle chaîne. Mais d'après les documents, c'est aussi devenu le seul espace où les victimes ont pu briser cette architecture de l'ignorance. L'arme est devenue le bouclier. Et oui, l'émergence d'Internet a rendu visible l'ampleur monumentale des échanges pédocriminels. Les saisies policières massives contredisaient mathématiquement le discours rassurant des médias des années 90 qui disait que c'était un mythe. Et puis, il y a eu ces scandales retentissants qui ont fait exploser le couvercle. Le clergé catholique dévoyé par le Boston Globe en 2002. Au Royaume-Uni, c'est l'affaire Jimmy Savile, l'opération Midland, des personnalités intouchables qui tombaient. Le faux consensus de la strate anthropique commençait à se fracturer sérieusement. Mais l'ancienne garde médiatique n'a pas lâché le morceau tout de suite. Non, c'est là qu'on observe les tentatives de résistance. Les sources citent des éditorialistes de premier plan, comme David Aronovitch, qui ont publié des tribunes pour recycler le vieux modèle. En gros, ils disaient « Attention, ces enquêtes sur les VIP, c'est juste une nouvelle panique morale. Sauf que là, on n'était plus en 1990. Le monopole des gardiens de l'information était brisé. Et c'est là qu'intervient la notion de contre-ingérence. » Se demander quel est le but de l'adversaire, diversifier ses propres sources et frapper fort avec la factualité. Les réseaux sociaux ont permis une riposte en temps réel. Les sources documentent comment des survivantes, comme Esther Baker, qui a refusé l'anonymat, ou des experts, comme Sarah Nelson et le journaliste Tim Tate, ont utilisé Twitter et les blogs pour contrer la machine médiatique. Ils ont démonté les articles pièce par pièce, publiquement. Ils ont corrigé les erreurs, exposé les condamnations judiciaires que les éditorialistes avaient commodément oubliées. Ils ont inversé le rapport de force. Ils ont carrément forcé des médias de masse hyper puissants à s'excuser et à modifier leurs articles. C'est un truc de fou quand on y pense. Et ça soulève une question importante, c'est la définition même de la souveraineté cognitive. Face à des asymétries d'information colossales, la cible refuse d'être passive. La transparence d'Internet a détruit l'illusion du consensus fabriqué. Ils ont repris le contrôle de leur boucle OUDA et imposé leurs faits dans la strate anthropique. Quel voyage, franchement. C'est clair. On est parti des modèles théoriques de cybersécurité pour arriver aux combats viscéraux pour la vérité. Ça montre bien que la compréhension de l'influence cognitive, de comment notre cerveau est ciblé, c'est pas juste un truc de geek ou d'analyste géopolitique. Non, c'est une question de justice sociale fondamentale. Protéger les plus vulnérables face aux récits préfabriqués. Aujourd'hui, la ligne de front, elle est plus sur une carte géographique. Elle est dans notre tête. Protéger son esprit et cartographier ses propres vulnérabilités intellectuelles, c'est tout aussi vital que de protéger une infrastructure électrique ou un hôpital. On est notre propre infrastructure critique. Exactement. Et ça nous laisse sur une pensée un peu provocatrice pour clore cette plongée. Si des mécanismes psychologiques ont pu être militarisés si facilement par le passé, pour amener une société entière à nier la souffrance d'enfants pendant des décennies, Ouais. quels autres immenses angles morts collectifs sont en train d'être méticuleusement fabriqués dans nos esprits en ce moment même? La prochaine fois qu'un algorithme nous propose une vidéo ou un article qui confirme parfaitement, confortablement ce qu'on pense déjà, Le fameux billet de confirmation. voilà, il faudra se demander, est-ce que c'est une simple coïncidence numérique ou est-ce que c'est la phase d'observation d'une boucle ODA qui vient, en silence, de se refermer sur nous?